Euh, Mon nom est Jean Guépinette, puis je viens de la communauté de Maliotenam. Puis je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai deux de grands amis à côté de moi qu'on a grandi ensemble dans les pensionnats. Puis nos parents se connaissaient beaucoup. Puis on a eu tous les mêmes problèmes. J'ai eu tous les mêmes problèmes qu'eux qui avaient. J'ai connu des sévices sexuels, l'alcoolisme, drogue. J'avais des idées suicidaires. Mais je suis très chanceux aujourd'hui d'être en vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai failli mettre vraiment ma vie en jeu. Aujourd'hui, je pense beaucoup à mon frère qui est mort au mois d'août dernier. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai été au feu sacré. Puis s'il aurait été en vie, ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Parce que lui aussi était un ex-pensionnaire. Quand j'ai rentré au pensionnat, moi, je devais avoir 5-6 ans. Lui, mon frère, il avait 4 ans. Moi, je travaille dans une école, puis je regarde des enfants de 4, 5, 6 ans. Quand je regarde ça, là, je suis vraiment apeuré quand je vois ça. Parce que je revois ces enfants-là, c'est encore des bébés. Alors que quand nous étions au pensionnat, nous autres, on était encore des bébés. On ne savait pas trop ce qui se passait. Pourquoi? Je me rappelle bien, moi je suis né à Schefferville, où j'étais heureux, où j'ai connu l'amour, où j'avais ma famille très proche, puis on se protégeait beaucoup. Puis là, je me rappelle mon père, quand il m'a amené dans le bois, j'étais tout petit, puis quand il allait ramasser de l'eau sur le ruisseau et qu'il chantait, il attendait un oiseau chanter, puis écoute, mon fils me disait, écoute l'oiseau qui chante. Il chante pour toi. En plus, l'eau était claire, très claire dans le temps. Puis la vie traditionnelle, mon père m'amenait dans le bois, mes oncles, mes tantes. Souvent, là, j'ai vu des belles affaires dans la vie traditionnelle quand j'étais enfant. Des plus beaux souvenirs que j'ai, là, c'est quand j'étais en forêt, parce que je me sentais en sécurité. Je me sentais protégé. J'étais souvent malade quand j'étais dans le bois, mais on me soignait par des remèdes traditionnels. J'ai vu de belles affaires faites par mon père, la chasse, la pêche, mes tantes, mes oncles, comment traiter la viande. J'ai entendu des histoires, des légendes racontées par ma mère des fois, ma tante. De belles histoires. Mais à un moment donné, il est venu, j'allais à l'école à Schefferville, puis moi, j'avais faim, moi, des fois, là, quand j'étais, mais c'était pas grave. Mais des fois, j'ai appris à voler parce qu'on était très pauvres. J'ai volé des fruits des jeunes blancs là, qui étaient à l'école, ou des vêtements. Là.
Puis à un moment donné, un monsieur qui est venu, le curé de la paroisse, le prêtre. Quand tu es enfant, tu es naïf. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont te dire. Puis l'enfant te dit, puis pas l'enfant, mais le prêtre, viens mon petit garçon, on va faire un petit voyage. Je restais à Schefferville. Puis là, il m'a sorti, je vois mes parents n'étaient pas capables de parler parce que c'était le prêtre-là, il était très autoritaire. Il était très respecté, les gens avaient peur de lui. Puis ce prêtre-là, il avait une grosse voix. Je l'ai vu quelquefois, ce prêtre-là, battre les hymnos. Il battait comme un homme. Puis moi, j'ai écouté le prêtre, puis ce qui me fait mal le plus, je vois mes parents, ils disent rien. J'ai vu le film hier, que nous étions enfants. Quand nous étions enfants, ça m'a... j'ai failli sortir parce que j'ai failli faire une crise de panique là-dedans. Parce que la petite fille qui joue dans le film, une toute petite, je me vois en elle. Et c'est vraiment pas ce qui se passe. Moi aussi, quand j'ai rentré, je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Je me disais que je ne pouvais pas parler, j'étais trop enfermé. Je parlais un peu français, mais j'avais de la misère à comme me parler. Je me suis fait souvent chicaner là-dedans. Là. Puis j'ai vécu 3 sévices sexuels. Une à la cabane de la patinoire, il y avait une patinoire. Puis dans la chambre du frère. Puis la cabane qui a été brûlée au mois de septembre dernier à Maliotenam, alors qu'il y avait une grosse cérémonie. La cordonnerie. J'ai vu la trappe, moi, j'ai monté là-dedans. Là. Quelqu'un m'a expliqué les traumatismes. Comment c'est terrible. Ce qui me fait le plus choquant dans ça, c'est que j'étais jeune et que déjà j'avais déjà des grosses responsabilités, que je ne devais pas, c'était pas à moi de porter ça. Des grosses responsabilités, soit de protéger mon frère, lui qui est décédé. J'ai longtemps essayé de protéger mon frère, même à l'âge adulte, même le dernier temps de sa vie. Je me suis senti responsable par rapport à eux, par rapport à lui. Je tremble beaucoup en ce moment, puis c'est correct. Puis j'ai continué, moi, à aller. Oui, on avait des responsabilités très jeunes, on ne savait pas, mais on avait ces responsabilités-là. Puis on se faisait chicaner. Puis on priait tout le temps. On a connu un Dieu vengeur. Il fallait se mettre à genoux, puis réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie, tout le temps. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose, un jeune faisait quelque chose, c'était tout le monde qui était puni.
Des fois, c'était pas toi, puis on te punissait quand même. L'injustice, on a connu ça très jeune. J'ai connu ça très jeune. La violence. Des fois, là, quand il arrivait quelque chose, c'était douloureux. Puis on ne savait jamais pourquoi. Des fois, un jeune, au moins, j'étais puni des fois, puis tu ne savais pas pourquoi. Puis nos parents, on ne le voyait pas dans l'année. Je me suis toujours posé la question aujourd'hui, je me pose encore la question aujourd'hui. Nous autres, on a été victimes. Nos parents aussi, à quelque part, ont été victimes par le système. Aujourd'hui, mon père et ma mère sont décédés. Ma mère est décédée en 82. Mon père est décédé en 90 lors de la crise d'Oka. On était à Québec, puis tout le monde, les Blancs qui étaient là à l'hôpital, ils nous avaient traités de toutes sortes de noms. Puis on ne pouvait pas rester là parce qu'il fallait partir, parce qu'ils allaient nous chicaner. On a dû laisser notre père mourir tout seul. Laissez-le. Moi, ce que j'aimerais dire, quand ils ont fermé le pensionnat en 91-92, j'ai continué quand même, moi. J'ai grandi les services sociaux jusqu'à la majorité, jusqu'à 18 ans. Quand ils ont fermé le pensionnat de Malioux, j'étais allé faire des institutions provinciales. Je ne suis pas le seul d'avoir vécu ça. Il y a plusieurs membres de notre communauté qui ont vécu ça, même après le pensionnat. Ça a continué leur système. Ils nous ont amenés à l'extérieur dans les institutions, loin de nos parents, loin de mes parents. Des personnes inconnues. Ils m'ont descendu de Cheferville à peu près de 300 km. Quand ils ont fermé le pensionnat, ce n'était pas assez pour eux. Ils m'ont fait descendre jusqu'à Québec. Puis j'ai rentré dans des institutions provinciales aussi. Moi, mes parents, je vous le dis aujourd'hui, là, je ne l'ai pas connu, mes parents. Je ne l'ai pas connu. Je savais leur nom. Je savais où ils restaient. Mais tout le lien affectif et émotionnel, spirituel, je ne l'avais pas avec eux. Pour m'en sortir de tout ça, j'ai fait beaucoup de cheminement parce que j'ai vécu beaucoup la honte. La honte, là, je l'ai portée pendant des années, pendant une trentaine d'années. La culpabilité, j'en ai porté pendant une trentaine d'années parce que c'était la faute à mes parents qui n'ont pas su me protéger. Mais aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai fait des sessions de guérison, beaucoup. Je fais partie d'un mouvement d'entraide. J'ai arrêté de consommer en 1989. Ça fait 23 ans que je n'ai pas consommé d'alcool. La drogue, ça fait depuis 87, parce que j'ai beaucoup aimé la drogue aussi. J'ai PCP. J'ai arrêté en 1987. Une chance que ces deux gars-là, à côté de moi, là, ils ont été là. Ils m'ont aidé beaucoup, même encore aujourd'hui.
c'est spécial pour moi d'être ici avec vous autres. C'est très spécial parce qu'il y a une personne, au début de la semaine, il y a une personne, je l'ai rencontrée, puis c'était pas mal un peu marabout, là. C'était pas trop à bonne humeur. Puis là, j'étais en... Je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais je vais le dire. J'étais en calice, en tabarnak. Puis là, il me dit, toi, là, t'es pas encore guéri. Puis je suis content que je ne suis pas guéri, parce que si je serais guéri, je ne serais pas ici. Je serais quelque part, là, à Montréal, en train de... Je ne vous dirai pas. Tout ça pour vous dire, moi, je suis content. Il y a une chose que j'aimerais, par exemple. Si j'ai quelque chose de plus... Un rêve, là, j'ai un rêve, là. Mon rêve, là, on dit que la commission va peut-être s'arrêter, mais j'aimerais ça que ça continue, ces rencontres-là, parce qu'elles sont tellement importantes. Parce que dans ma communauté, là, il y a plusieurs personnes qui ont fait du pensionnat, quasiment toute la communauté, puisque le pensionnat était situé dans notre village. Quasiment actuellement, là, je regarde, là, quasiment tout le monde a posé des pensionnats. Puis il y a tellement de gens aussi qui ont besoin de guérison. Ils ont besoin de voir ces choses-là qui se font en ce moment. Parce que je me sens très privilégié d'être avec vous. Énormément. Je suis content parce qu'avant, là, moi, j'étais un gars très timide. Je ne pouvais pas parler. Quand j'allais à l'école pour faire mon oral, je n'étais pas capable, j'étais trop gêné. J'ai riais tout le temps. Puis je parlais mal le français. Puis là, je n'osais pas trop parler. Puis plutôt j'avais des masques. Hein? Plutôt de parler, j'ai riais tout le temps. Puis là, le prof me disait des fois, va t'asseoir. Puis j'étais content. Oui, il y a une chose, par exemple, que j'aimerais rajouter encore. Le frère qui m'a abusé m'a traité 2 fois de poupée. C'est ça que je vous remercie hein, beaucoup. Puis je vous aime. Ça vient du profond de mon cœur. Merci. Merci. Can I, Oui, on va juste demander silence en arrière, s'il vous plaît. Merci. Oui, allez-y. Go ahead when you're ready. I'll be speaking in English most of the time. My name is Peter Errol, and I'm from Kangatsuk in northern Quebec. I would like to extend my sincere appreciation to the panel. The former students, you're number one. You're still alive. We're still alive. And I would also like to acknowledge the late Pope John Paul II. We would not be where we are today if not for him. So I have been
the coordinator for Aboriginal Healing Foundation for the last 9 years. And as such, there were some things that we couldn't do, like, for example, the federal government lawyers introduced the Alternative Dispute Resolution, the ADR. It was designed by lawyers to lawyers. It was very complicated, I'll tell you. We do not go very far with it, as the people behind me will attest. And then another Aboriginal Healing Foundation made another form which worked a lot better. So, for example, all the Native people of everywhere are extremely shy, and they will not talk about what was done to them openly. For example, I have example. We were interrogated by the federal government lawyers, the Muckapick lawyers, our own lawyers, which is what it should be. But we were interrogated in the hallway of a very public hotel in Kuujjuaq. So it's for me to talk about sexual abuse or physical abuse. I will not talk about that openly. No, there's no way. With the hotel staff, guests coming and going, it was very hard. Sexual and physical abuse are very, very private matters and should not be discussed openly. So, because of the ETR form, we're still waiting to meet our lawyers, although they have complete files on all of us, including people behind me. We're not going very far with this matter. When we got the compensation money for a number of years we attended, a very small percentage was for physical abuse and nothing for sexual abuse. That's how the ETR form worked. We were the victims of the janitors, the caretakers, supervisors, cooks, teachers, preachers, and even our own fellow students. These people were delegated or mandated to protect us, to look after us. Instead, they rape us, the underage, the minor. We were very, very young, and yet we were physically and sexually abused. And as such, my body is not what it should be.
Now, our lawyers have a complete files on what was done to us. So if you can help us open that file again, we would appreciate it. So please have compassion. It's in your hands now. Yes, we are wounded physically, emotionally, spiritually. And as we grow older, the physical abuse and sexual abuse is hurting our body. Oh my. This is what I call the unfinished business. We started to go that way, but we meet, our lawyers are waiting to see what the Justice St. Clair will do, what you will do, Madame Marie. We were abused by federal lawyers. I mean, I'm sorry, I shouldn't have said that. We were abused by federal government employees, is what I'm trying to say. When we get compensation for a number of years we attended, there was that dotted line which says, I will not seek any more money from federal government. Then we sign it, and that's what's holding us back now from getting any more compensation for sexual and physical abuse. We are on a standstill on this account. I can readily see that nothing was easy. Nothing is ever easy, as my father and mother told me. Why they had to do it on my expense is something I'm trying to understand a little more now. And the people that have helped me along the way, Mrs. Cardgood and Mrs. Thompson and Mrs. Shabat help us address our problems on several occasions. If not for them, we would be we'd still be carrying this burden, which is too heavy. It was, and it really was. Some of us are hurting in our bodies because of physical repeated beatings, and I'm going to say I thank you. I have nothing more. Peter, can I just ask you to clarify one thing for me, and that is to know where you went to school, please? I'm sorry, I didn't get that. Where did you go to school? Oh, yes. Everywhere except
PEI. Never been down there, yes. I went to Payne Bay Federal Day School and the then Payne Bay and Churchill, almost everywhere. I thank you for your time. Perhaps just to say a word to the hall. I'm the one commissioner who is not a lawyer, so I don't claim legal expertise. But just to clarify that what Mr. Arrow was talking about when he was talking about the ADR, the Alternative Dispute Resolution Process, it's not about the settlement agreement that the Truth and Reconciliation Commission is part of. It was an earlier attempt to resolve residential school issues, and there was a process put in place which was sanctioned by the government, and a number of students, former students across the country, engaged in that process and tried to seek resolution, and some did. And what he was describing for us was on behalf of himself and others who went that route and who have got stuck in the process, essentially, is what he is telling us, and asking us now what we might do about that. So his resolution was different from being one of those who signed on to the Indian Residential School Settlement Agreement of 2007, and that was the agreement that gave birth to the Truth and Reconciliation Commission. So just to give you some context to understand a little better what those initials meant and what he was talking about there. Alors, je vais compter sur la traduction parce qu'il y a sûrement des termes légaux que je ne connais pas. Alors, je risque de faire des fautes. Alors, je vous laisse avec la traduction de fait. Nistamga tskuit maden nastawe suggestion e bien oda. Suggestion kabets kwazum gyan jibets tabazumuyan jibets patsnmangia date munni. Say not say we must date agun jiwit madan. Dann guess makuriasu kai spiatnia de udats. Twins komt na kai some stabit sieg and say ten astawe msti abit sieg ugia dudmek. Jigues maut dis bezuit up no was on vienots ujetian. And say ten ge astawe msti a book shame no and is as some chedon jigues mgonga jibes jibes the bazumuyan get ni. Mchedon jaimudeno, chegonje jaimudmok. Mchedon jaimuden de giau de udach. E kumaga nistem is a question wian, ji patstman matsti. Nskumon ma kabeju samiek, je dudman. Madame la commissaire, c'était là des mots de remerciement d'abord pour cette opportunité d'être devant vous aujourd'hui. Et remerciements pour plusieurs raisons, parce que vous savez sans doute, et plusieurs le savent ici, à quel point j'ai souvent parlé de cette expérience des pensionnats que plusieurs d'entre nous ont vécu. Donc j'en ai parlé devant différents forums, sur différentes tribunes à travers ma carrière, 30 dernières années. Mais je disais également en cri que c'est la première fois que je vais pouvoir raconter cette histoire
officiellement devant votre commission. Et j'espère que cette opportunité va être une occasion pour moi de tourner cette page. Triste histoire. Donc, je vais brièvement, pour le temps qui m'était imparti devant vous, Madame la Commissaire, brièvement parler de cette expérience personnelle, brièvement aborder quelques aspects des différentes politiques qui ont été appliquées envers les Autochtones. Mais je voulais surtout, devant vous, aujourd'hui, aborder les différentes recommandations que je voudrais faire devant cette commission, parce que c'est, je pense, oui, cette histoire traumatisante est important de se le rappeler, ce qui s'est passé, mais également, il est de ma responsabilité, je crois, d'aborder l'avenir avec vous. Étant donné mon rôle, non pas que je suis ici comme parlementaire, mais étant donné mon rôle que j'ai joué depuis plusieurs années en tant que porte-parole des peuples autochtones. Je vais vous laisser le mémoire que j'ai préparé à cette occasion. Donc, cette version que j'ai servira comme document officiel de ma préparation. Mais je vais brièvement survoler ce document que j'ai préparé pour vous. Évidemment, c'est un des aspects de l'histoire canadienne les plus difficiles à raconter pour moi, parce que, comme j'ai dit ce matin, ce qu'on a enlevé de ces enfants, 5, 6, 7 ans, pour la plupart qui étaient nés en forêt et qui ont connu que la vie en forêt, que la vie en famille, les premières années, donc ont été arrachés de leur territoire, arrachés de leur culture, arrachés de leur langue, arrachés de leur famille pour être placés dans un milieu étranger pour eux. Et à cet égard, je peux certainement vous dire que chaque détail de ces 10 ans que j'ai passé au pensionnat de La Tuque, en Haute-Mauricie, chaque détail, dès la première minute que j'ai mis les pieds dans le pensionnat, c'était à 2-3 heures du matin, la noirceur des corridors, l'odeur de la place, les paroles ou le son qu'émettait le prêtre qui était responsable de ce pensionnat, qui était en haut de l'escalier, dans une langue que je ne comprenais absolument pas. Je ne pense pas que j'avais entendu parler une autre langue que le cri avant d'arriver au pensionnat. Donc, on se souvient de tous les détails. C'est ça que je veux dire. Je raconte un peu quelques détails dans mon mémoire. Je vais également partager l'histoire de mon petit frère. Je l'appelle mon petit frère parce que je ne l'ai pas connu, d'une part, et d'autre part, il a été envoyé à l'âge de 6 ans, le premier parmi notre famille, en 1954. Et John Ish, comme mes parents l'appelaient, a été envoyé à Moose Factory, est mort, décédé la première année de son arrivée au pensionnat. Mes parents n'ont jamais su, à ce jour, on ne sait pas ce qui est arrivé réellement avec John Ish. À ce jour, on n'a pas de certificat de décès pour John Ish. Et ça a pris 40 ans pour ma mère de trouver où son petit. John Ish était enterré. Ça y a pris 40 ans
avant de pouvoir trouver le lieu de son enterrement. J'imagine, à travers toute cette histoire, heureusement, on a pu enregistrer cet événement parce que ma sœur travaillait pour Radio-Canada, travaille toujours pour Radio-Canada, a pu filmer toute cette scène pour quand ils l'ont trouvé finalement. Ma mère n'y était pas, mais on a montré le vidéo à ma mère par la suite. Et vous savez, j'ai souvent vu ma mère pleurer, mais je n'ai jamais vu ma mère pleurer comme ça. Jamais. Et cette histoire, aussi traumatisante, c'est pas uniquement dans ma famille. Et c'est pour ça que j'insistais pour dire ce matin, j'ai l'air de quelqu'un de normal, mais non, je ne pourrais jamais être normal. Et aucun de ces enfants qui ont été envoyés au pensionnat peuvent prétendre être normal aujourd'hui. C'est impossible. Impossible. Alors, le fait de naître indien, le fait de naître autochtone, mais le destin a fait que l'histoire canadienne m'a envoyé au pensionnat, que les politiques canadiennes m'enverraient au pensionnat. J'ai vu au mois de juin 2008, les excuses prononcées par le premier ministre à la Chambre des communes, là où je siège aujourd'hui. Je n'y étais pas parce que j'étais sur la route cette journée-là. Et c'est vrai que c'était un pas nécessaire qu'il fallait faire. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé autour pour convaincre M. Harper d'exprimer les excuses au nom de tous les Canadiens. C'était un pas nécessaire à faire. Et je sais également que pour qu'une excuse soit sincère, pour qu'une excuse soit valide, il faut des gestes concrets pour mettre en œuvre ces excuses, pour démontrer que vraiment on s'est excusé envers ces gens-là, envers tous les peuples autochtones du Canada. Malheureusement, ce n'est pas ça que l'on voit présentement. Ce n'est pas ça que l'on a vu depuis ces excuses-là. Et j'en sais quelque chose, parce que peu importe où je suis allé après ces excuses, que ce soit pour les travaux aux Nations unies sur la Déclaration des droits des peuples autochtones, que ce soit au Parlement aujourd'hui, que ce soit dans le concret sur le terrain vis-à-vis des Autochtones, je vois que les politiques racistes, les politiques voient toujours contre les Autochtones, encore aujourd'hui. Même lorsqu'on gagne, lorsqu'on a des victoires devant les tribunaux, on continue à se battre contre la reconnaissance des droits des peuples autochtones, et ça ne nous mènera pas à une réconciliation sérieuse. Je vais brièvement, pour le temps qui me reste, je vois 4 minutes, vous mentionnez les recommandations que je fais. J'ai mentionné ce matin que la réconciliation commence par le respect des droits fondamentaux des peuples autochtones. C'est essentiel. Essentiel qu'il faut commencer comme ça. Deuxièmement, il faut mettre en œuvre les normes et les standards qui font maintenant partie du droit international, en particulier en vertu de la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies. J'ai déposé moi-même, au mois de janvier, un projet de loi privé pour que toutes les lois adoptées par le Parlement canadien respectent les termes et les dispositions de la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies. C'est ça qui est nécessaire. Et je ne comprends pas à quel point c'est difficile qu'à chaque fois que le Parlement adopte une loi, qu'on ne vérifie pas, dans un premier temps, si
la loi va à l'encontre de l'article 35 de la Constitution. C'est essentiel. Ça prend des mesures spéciales aussi, je pense, parce que toute cette expérience a causé des dommages sur la culture, la langue, le territoire et les ressources des peuples autochtones, qui sont des dimensions absolument essentielles pour l'avenir des peuples autochtones et l'avenir du Canada également. On devrait comprendre que le développement économique qui repose sur les ressources naturelles affecte les Premières Nations, affecte les peuples autochtones du pays. Donc, il faut savoir les écouter. Arrêter les politiques de discrimination, évidemment. La notion de l'obligation de consulter et d'accommoder. On parle souvent de cette obligation de consulter les peuples autochtones, mais on oublie cette dimension sine qua non qui est celle d'accommoder les peuples autochtones. Parce qu'une fois les avoir écoutés, il faut voir de quelle façon on peut répondre aux préoccupations qui ont été exprimées dans ces consultations-là. C'est pour ça que c'est sine qua non comme obligation. L'environnement et le développement, évidemment, aussi, sont des dimensions importantes pour non seulement les Autochtones, mais également l'avenir du pays. On parle de territoire également beaucoup. Je sais que vous allez avoir l'occasion de lire en détail et de façon plus élaborée ces recommandations que je fais.